Bienvenue sur Sololitude, le podcast qui s'adresse à tous les parents qui vivent la sololitude, c'est-à-dire lorsqu'ils sont seuls dans l'éducation de leurs enfants ou qui se sentent seuls pour les élever dans la gestion du quotidien, les tâches à accomplir. Que l'on soit indépendant, salarié, au chômage ou en reconversion, on est confronté à des situations qui viennent nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Alors comment kiffer, apprécier, vivre sa vie rêvée malgré les contraintes de la parentalité solo, même quand cela paraît impossible? Je suis Émilie Aveline, je suis praticienne en hypnose depuis 10 ans et ancienne infirmière depuis plus de 15 ans. Depuis des années, j'accompagne les parents à apprivoiser leur solitude, à déculpabiliser, sortir des stigmates du couple idéalisé. N'hésitez pas à liker et partager le podcast pour aider les autres parents qui en auraient besoin. Vous pouvez retrouver les replays du podcast sur mon site internet emilieaveline.com, liker la page Facebook et Instagram. C'est parti sur Sololitude, bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Réjeanne, 54 ans, maman de 2 enfants. Elle raconte tout d'abord le décès du père de son fils qui a suivi une relation tumultueuse marquée par la violence conjugale. Cette expérience l'a amenée à réfléchir sur elle-même et la compréhension psychologique des relations. Elle est devenue alors psychologue. Elle parle beaucoup de ses enfants, dont elle est fière, nous explique comment elle gère les différences, le métissage, le regard des autres. Tout cela mêlé à des problèmes de santé importants qui l'amènent à l'invalidité. Elle parle franchement de son cheminement vers l'acceptation de soi et du travail continu qu'elle fait pour maintenir son bien-être. En conclusion, Réjeanne donne un conseil sincère aux parents célibataires: ne jamais abandonner, regarder devant soi et croire en eux-mêmes et en leurs enfants. Son histoire témoigne de la force de l'esprit humain et du pouvoir de l'amour, tant pour soi-même que pour sa famille. J'espère que ces réflexions trouveront un écho auprès de vous et inspireront ceux qui sont confrontés à des situations similaires. Let's go! Bonjour Réjeanne. Bonjour. Peux-tu nous raconter le début de ton histoire avec cet enfant ou ces enfants? Déjà, tu en as combien? Tu as quel âge? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tout ça? Alors moi, j'ai 2 enfants. J'ai 54 ans. J'ai un garçon d'une première relation et une fille d'une deuxième relation. C'est des enfants métis. Le papa de mon fils est décédé. Il l'a pas rencontré parce que j'ai dû me séparer de lui à cause de violences conjugales. Et il est décédé ensuite. Il s'est noyé à l'île Maurice. Et j'ai de nouveau tenté l'aventure de la relation amoureuse, on va dire. Et j'ai rencontré le papa de ma fille, quelqu'un de complètement différent. Donc, on a décidé d'avoir cet enfant. Et puis, au fil du temps, je me disais, mais c'est bizarre quand même. Ok, il bouge pour son boulot, mais quand il voulait cet enfant, et puis au fur et à mesure, il me disait, oui, c'est peut-être un peu trop tôt. Enfin, quand je lui ai annoncé ma grossesse, il m'a dit, oui, en fait, c'est un peu trop tôt, tout ça. Donc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai fait des démarches et je me suis aperçue qu'en fait, il avait une double vie. Donc je me suis séparée de lui. Sa femme l'a appris aussi, donc bon, ça a été un peu compliqué. Je pense qu'elle l'a quitté ou je sais pas. Donc c'est une vie un peu cabossée avec mes relations amoureuses. On va dire que je suis pas au top quoi. Je m'améliore avec le temps, mais j'apprends au fur et à mesure. Mais on va dire que j'ai pas choisi. Ils étaient beaux, mais ils avaient peut-être pas les compétences humaines requises pour avoir des relations à long terme. Ou alors c'était peut-être que moi à l'époque j'avais pas les compétences psychologiques ou suffisamment d'estime de moi pour choisir les bons partenaires. Je sais pas. J'aurais pas de réponse de toute façon. Alors le physique suffit pas, hein. Ils peuvent être oui, beaux, non, oui, c'est sûr que Brad Pitt c'est bien, mais il faut avoir aussi le côté charmant du prince, quoi. Ouais, exactement, oui. Et oui, comme tu dis, on n'a pas les compétences, c'est vrai, et c'est des choses qu'on nous explique pas, on nous donne pas les codes quand on démarre. Après, ça dépend. Je pense que tu as quand même un background. Quand tu viens d'une famille un peu désorganisée, moi je sais que mon père avait un problème d'alcool. Je me dis que j'ai peut-être pas acquis. Bon, maintenant je travaille sur moi en analyse. Maintenant, je me rends compte que j'avais pas acquis suffisamment d'estime de moi, suffisamment de les normes. Enfin, ce qui était, on va dire, normal. Enfin, j'aime pas ce terme-là, mais pas pathologique en tout cas.
Voilà, je savais pas ce que c'était vu que je vivais dedans. Donc du coup les limites étaient pas acquises et il y avait des tolérances de comportement vis-à-vis de mon père vu qu'il faisait partie de la famille et que ma Mais oui, maman l'a pas quitté, oui. qui était là et du coup bah si on admettait ça avec mon père, bah on pouvait admettre d'autres types de comportements avec d'autres hommes. C'est ça. Ouais, le seuil de Voilà. tolérance et les limites Ben voilà, qu'on peut c'est se que fixer. le seuil de limite n'était pas acquis et du coup, je pense que c'est pour. Alors après, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est pour ça que certaines femmes Beaucoup. Oui, euh, si. tolèrent des comportements de leur partenaire qu'elles devraient pas tolérer et Mm, que s'il y avait eu une acquisition de ce qui est normal ou pas dans une relation, mm. ça se passerait peut-être mieux. Bon, maintenant, je me dis peut-être que je trouverai l'amour plus tard, j'en Ouais, sais rien, je te le mais souhaite. voilà, mais en tout cas pour l'instant, l'essentiel déjà, c'est que je suis à 54 ans enfin bien avec moi. Et c'est déjà une belle rencontre, quoi. Oui. C'était C'est la voilà. première belle rencontre amoureuse quelque part, c'est de s'aimer Voilà. Et soi-même, je hein. pense voilà, il faut déjà faire cette rencontre-là avant d'être capable de rencontrer un autre qui a aussi ses blessures sûrement. Enfin voilà. Donc moi j'en suis là à ce moment de ma vie en tout cas. Mais grâce à cette analyse aussi que tu as faite et ce travail Oui. sur soi qui permet de comprendre pourquoi des fois on n'attire pas forcément les bonnes personnes vers soi et malheureusement comment on peut faire derrière pour retrouver et trouver tout simplement la personne qui nous correspond vraiment. Oui. Mm. Après, je me dis, maintenant j'ai compris que c'est pas une fin en soi non plus, et que si je finis ma vie seule, du moment que je sois bien avec moi et avec ce que je vis, c'est pas Voilà. non plus, il y a pas le côté pression sociale, faut être en couple. Maintenant, je me dis, si je finis ma vie seule et que c'est des journées que j'aime passer avec moi-même, ça me va aussi. Je suis plus dans cette quête de il faut être deux pour être complet. J'ai compris que il faut déjà être complet tout seul pour réussir à être deux, Mm. quoi. Et c'est une grande Le chemin différence. est différent, ouais. Oh oui, oh oui, 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 oui. Wow. Mm. Mais ça se sent que tu as travaillé sur toi et que tu as appris à apprendre tout ça. Oui, bah j'apprends Ouais. toujours, hein, tous les jours, je fais des petits pas et puis je me dis que c'est comme ça qu'on avance, quoi. Et c'est comme ça qu'on vieillit. Et moi, j'adore vieillir parce que Mm. justement, on apprend encore plus à se connaître. Et... Mais moi, je me sens mieux maintenant à 54 ans que je ne l'étais à 20, à 30. Et en même temps, quand je vois ma fille, je vois qu'elle est bien dans sa peau. Elle a que 15 ans et je me dis, ben au moins j'ai réussi ça, quoi. Mon fils aussi, enfin, c'est vrai que je me projette peut-être davantage dans ma fille parce que c'est une jeune fille et que moi je me vois moi, je remonte et Hum, je vois comment moi j'étais à son âge et je me dis, ben elle a des projets, des rêves, elle se sent bien et je me dis moi j'étais pas dans cette dynamique-là à cet âge-là, quoi. hum. Donc ça me rassure un peu en fait Mais de oui, voir oui, oui. qu'elle est épanouie et qu'elle est capable de se projeter dans plein de choses. Alors que moi, j'étais dans un, je sais pas, je j'irais pas dans un non-avenir, mais dans une incapacité à me projeter. Les jeunes de mon âge, quand j'avais 20 ans, avaient des projets. Bon, si, pour mes études, je me projetais, mais en même temps, je me voyais certains de mes amis quand ils étaient à la fac disaient bah moi voilà je veux me marier je veux avoir des enfants. Moi j'étais pas du tout là-dedans, quoi. J'étais pas capable du tout à l'époque de me projeter dans quoi que ce soit, d'imaginer mon avenir. D'aller vers ce que j'aimais, oui, vers les études que j'aimais, oui. Je pense que j'ai choisi la psychologie pas par hasard. C'était parce que je devais y trouver des réponses ou en tout cas des pistes de réponses sur mon histoire perso. Je pense que tous les psys, leurs problématiques perso avant de s'attaquer aux problématiques des autres. On ne Et devient pas soignant et thérapeute par hasard. non, tout à fait, tout à fait. C'est la psycho m'a beaucoup plu, la communication après m'a plu aussi. Autant au niveau professionnel, j'arrivais quand même à me projeter. Au niveau personnel, par contre, c'était le no man's land. Je voyais pas le désir, mon premier désir d'enfant. Bah, ça s'est fait avec le papa de mon fils. C'est venu comme ça parce que notre relation nous plaisait. Du coup, on a parlé enfant, quoi. Lui était déjà papa. Et Ok. en fait, ça a été. J'arrive pas à l'expliquer. C'est un peu quelque chose de viscéral. On sait pas pourquoi. Moi, en tout cas, c'est pas des trucs planifiés. Je me dis pas oui à telle date on va faire un enfant, machin. Je suis pas. C'est vraiment un truc qui s'impose à toi qui est du ressenti, quoi. Enfin, en ce qui me concerne, je sais pas si d'autres mamans, je pense que chaque désir d'enfant est personnel Ça dé- et chacun a sa façon de le vivre.
Moi, c'était une évidence, c'était à ce moment-là et c'était cet enfant-là et voilà. Et du coup, bon, ma grossesse a été assez difficile. Alors pas au niveau physiologique parce que justement j'ai une grossesse très très cool, mais parce que j'ai dû me séparer du papa de mon fils qui est devenu violent à ce moment-là. Et malheureusement, j'ai vu après, en m'intéressant aux violences faites aux femmes, que c'est souvent au moment de la grossesse que les papas montrent une sorte de jalousie. Ils se sentent évincés de leur place par l'enfant à mm, venir, quoi. mm. Donc j'ai dû me séparer à ce moment-là. Et Et donc, c'était à quel moment de la grossesse? j'ai été enceinte de 3 mois, je crois. Ok. Et c'est toi qui as pris la décision d'arrêter la relation? Je me suis enfuie de chez moi Ok. Oui, tu t'es et enfui. en fait, j'ai prévenu, enfin, sa famille était au courant vu que la première scène de violence a eu lieu au moment où on annonçait ma grossesse à la famille. Parce que son frère, lui, non, lui aussi annonçait la grossesse de sa compagne à la famille, et il y avait une sorte de rivalité entre eux, je pense. C'était une Évidemment. famille qui était assez compliquée, ils étaient assez nombreux, et du coup, il avait l'impression que bah, on n'avait pas du tout fait attention à lui, quoi, et au fait qu'il allait devenir papa une fois de plus. Alors que son frère, c'était son premier, donc les choses étaient vécues un peu différemment. Et du coup, il y avait une sorte de jalousie, ça, plus l'alcool. Donc Mm. ça s'est un peu mal fini. Et là, par Donc, tu as eu contre, de la chance quelque part, excuse-moi, tu as eu de la chance quelque oui. part que c'était devant la famille. Alors oui et non, c'est-à-dire Non? que c'était devant. Je suis partie en voiture, il était à côté de moi, il ne conduisait pas, je lui ai demandé de mettre sa ceinture de sécurité, et là il a commencé à dire oui, j'en ai ras-le-bol de la vie, enfin bon, il a voulu nous mettre dans le décor, donc il a saisi le volant alors qu'il ne savait pas conduire et m'a mis sur la file en face. Heureusement à ce moment-là, aucun véhicule n'arrivait en face, sinon ben on était morts et eux aussi. Je ne sais pas comment j'ai Eux réussi à aussi, arrêter. c'est-à-dire il y avait Bah, d'autres c'est-à-dire que personnes s'il dans y la avait eu un ville. véhicule, Ah c'était une oui, ou deux d'autres, fois. oui. Donc si D'autres quelqu'un arrive personnes en en face. face, bah Oui. forcément on se serait pris quoi. Mm, mm. Et on aurait fait des morts aussi. Et j'ai réussi à rétablir enfin à retourner sur la file en zigzagant. Et puis je me suis dit, il va recommencer. Enfin, il faut que j'arrête le véhicule quoi, et que je sorte du véhicule. Donc je me suis mise sur le bas côté, j'ai éteint le véhicule, mis le frein à main et je suis partie en courant de la voiture. M'envoyait des cailloux et j'ai dû traverser la voie en courant. Et à ce moment-là, en fait, le reste de sa famille arrivait en voiture, dans deux véhicules Mm. différents. Et ils se sont arrêtés sur le bas-côté en voyant ce qui se passait. Et du Ok. coup, un de ses frères a dit, bon, bah écoute, Réjeanne, tu montes avec moi. On va s'occuper de notre frère et puis enfin ils nous ont séparés en fait. Il y en a un qui est parti avec ma voiture et avec le père de mon enfant. Et puis, moi, je suis partie dans un autre véhicule. D'ailleurs, je suis restée 2 jours chez le frère, Mm. qui s'est super bien occupé de moi. Et malheureusement, là, j'ai appris que j'étais pas la seule, que toutes celles qui étaient passées avant avaient subi le même sort. Ayant fait de la psychologie, je sais très bien qu'un homme violent a très, très, très peu de chances de changer. Même s'il fait, enfin, certains font des Mm. thérapies, mais bon, Mm, mm. je suis pas encore convaincue des résultats. On verra. On verra si vraiment il y a des réhabilitations. Mais donc du coup, je me suis dit, c'est fini quoi. J'ai pris, j'ai pris conscience que c'était pas possible d'élever cet enfant avec lui. Il a quand même Ok. essayé enfin pendant la grossesse, il savait que j'avais porté plainte, que il a quand même essayé de faire une cure pour son enfant de désintoxication. Bon, comme beaucoup de cures, ben, il y a eu des rechutes. Et Ça fait moi, de toute partie façon, de la maladie, hein, des rechutes oui, aussi. voilà. Donc, C'est un je bon savais très parcours, bien hein, ouais. que c'était pas un environnement. Ayant vécu l'alcoolisme de mon père, je me disais, il est hors de question que En plus, mon oui. enfant vive la même chose, quoi. Du coup, j'ai eu une grossesse. Mon bébé me cassait pas les pieds du tout. J'avais une grossesse idéale, pas de nausées, pas de rien du tout. Et je pense que in utero, mon enfant a dû sentir que le climat extérieur était bien compliqué et qu'il fallait me fiche la paix pour que je tienne le plus Mm. longtemps possible. Et l'accouchement, pareil, j'ai poussé 3 fois. Il est arrivé. Bon, il a mis du temps à pleurer. J'ai eu un peu peur, mais après, c'est un bébé qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Je me pose toujours la question. Alors, il y a un petit brin de culpabilité. Je me dis, est-ce que c'est lié à ce qu'il a vécu in utero ou pas?
Est-ce qu'il y a une part de génétique? Parce qu'il est super allergique, il a un TDAH, il a des troubles de l'attention et une hyperactivité. Il a eu des apnées du sommeil. Enfin, j'ai vu plein de spécialistes pour mon fils. Il s'en sort très bien. Non, il a un BTS en informatique, donc je suis très contente. Et puis c'est un garçon très très pugnace qui, même s'il sait qu'il a des problèmes dans un domaine, eh ben il s'acharne, il continue, il bosse. Il est très stratégique et il dit bon par exemple là pour le bac en maths j'ai telle moyenne, en français bon c'est un peu bof machin. C'est un des seuls adolescents que je connaisse qui m'ait demandé de lui payer des cours de français jusqu'à ses 19 ans. Pour s'améliorer en français, parce qu'il parlait. En fait, on s'est aperçu en CE1 qu'il faisait semblant de savoir lire. Il répétait tout ce qu'il avait entendu. Ben, c'est les stratégies Oui, c'est des de compensations. beaucoup d'enfants. Oui. C'est une orthophoniste que je remercie d'ailleurs, qui, au début, je l'emmenais chez l'orthophoniste parce qu'il avait un petit bégaiement sur les fins de phrases. Et finalement, j'entendais râler pendant la séance, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en sortant, elle m'a dit, bah alors vas-y, tu dis à ta maman. Vas-y, dis-le à ta maman, sinon je vais lui dire. Et là, j'entends mon fils qui me dit, en fait, Et elle a fini, il ne sait pas lire, il fait semblant de savoir lire. Il récite des morceaux de phrases qu'il a appris. Et là, donc du coup, il a fallu qu'il apprenne à lire en CE1. Il a redoublé son CM1. La grammaire, c'était pas sa copine, c'était assez terrible. Donc il a toujours eu beaucoup de difficultés en français, et c'est là qu'en troisième, il m'a dit maman, si je suis pas douée en anglais, c'est pas très grave. Je suis pas anglais après tout, mais je suis français quand même. Donc si je suis nulle en français, c'est un peu moyen quand même, c'est ma langue. Donc de la troisième à donc je vous dis après la terminale jusqu'à la première année de BTS, même deuxième année de BTS, je lui ai payé des cours de français. Et maintenant, il a un bon niveau. Et en général, les ados, c'est plutôt moins ils en font et moins ils vont en cours. Ça dépend des ados. Ça dépend des ados. En tout cas, lui, je pense qu'il avait besoin de se prouver qu'il était capable, surtout qu'avec son hyperactivité, il y a beaucoup de profs qui n'ont pas été très très bienveillants. Il a rencontré une professeure, par contre, de CM2, qui lui disait que il était plus intelligent que la moyenne, qu'il pourrait faire tout ce qu'il veut dans la vie. Ça change tout. Qu'il avait des réflexions que certains adultes n'avaient pas. Et effectivement, on a fini par avoir un diagnostic d'hyperactivité avec trouble de l'attention. Il a un QI au-dessus de la norme, donc il a compensé ses difficultés. Et effectivement, il a revu sa prof et je lui ai dit, vous aviez raison. C'est vous la seule qui avez vu le potentiel qu'il avait, et je pense que ça lui a fait du bien d'entendre que il était capable de faire tout et n'importe quoi dans sa vie parce qu'il était volontaire. Donc, juste pour revenir sur le déroulement, tu as quitté donc le papa au tout début de la grossesse. Il s'est passé cet événement tragique là sur la route. Là, t'as vraiment pris peur et rip les galoches, je m'en vais, je pars en courant et c'est terminé. Mais beaucoup de femmes n'arrivent pas à mettre un terme à ce moment-là, même. Ça peut être une limite qui est dépassée, mais qui est tolérée, malheureusement. Donc là, c'est vraiment se dire qu'il y a des signes d'alarme. Mes compétences, les peu de compétences que j'ai acquises pendant le doc de psycho, le fait que je sache que les hommes violents recommenceraient, quelque part, ces connaissances-là m'ont permise de me dire, tant pis, tu fais le deuil de cet amour, mais de toute façon, c'est dur. Et puis, oui. Parce que tu y tiens, et puis il y a une sorte d'emprise et d'addiction. Exactement, puis il y a l'enfant à naître. Donc, le projet familial. T'es pris dans un truc où tu dis, mais je peux pas, j'ai pas envie que tout s'arrête. Et j'ai pas envie d'être à l'initiative non plus de cet arrêt de projet de famille. Les lunes de miel qu'on a vécues avec et qui vont revenir, et hop, après, le système de la violence va revenir, et voilà. Et c'est ça qui est terrible. Oui, et c'est très difficile de s'en sortir. Bravo d'avoir couru, et heureusement que la famille était là derrière. Sa famille oui. Après moi j'avais plus, ma mère malheureusement est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 30 ans, donc j'avais plus de famille du tout. Mon père était placé depuis ses 57 ans, il est placé en EHPAD à cause de l'alcool. Donc j'avais plus de soutien, et je pense que le père de mon fils m'a choisi aussi pour ça, parce que j'étais la victime, j'étais entre guillemets, la personne idéale sans soutien familial derrière, quoi. Oui, en vulnérabilité, qui était quelque part un peu facile à attraper. Voilà, tout à fait. Donc t'avais pas du tout de soutien à ce moment-là. Et tu avais quel âge? J'avais 31.
31, ok. Si par contre j'avais beaucoup d'amis. Ah, Parce ok, que oui. malgré tout, j'étais quelqu'un qui aimait bien faire la fête. J'avais un réseau d'amis et même s'il avait essayé de me couper de pas mal de mes amis, il y a des amis que j'avais de longue date et ces personnes-là, parce que des fois il essayait de les dénigrer pour casser le lien, quoi. Et ces personnes, non, notre amitié était trop solide et je pouvais pas croire ce qu'ils pouvaient dire. Ouais, j'ai quand même été entourée d'amis ou de personnes ou d'une amie en particulier, une amie réunionnaise, je vais pas donner son nom, qui elle aussi a vécu la même chose. Elle s'est retrouvée maman solo. On a vécu nos grossesses un peu ensemble, en se filant des coups de main, en gardant Mmh. nos enfants, tout ça. Un peu ma petite sœur de grossesse, quoi. Et j'ai aussi une de mes amies qui a assisté à mes 2 accouchements. J'étais pas toute seule. Ok, c'était à ta Ouais. demande, Et qui faisait tu... la fête après mes accouchements pour fêter la naissance de mes bébés. Voilà. D'accord. Donc, tu étais soutenue par tes amis Voilà. durant la Ouais. grossesse pour traverser toutes ces épreuves. On Là, va c'est dire quand que même très c'est dur. une famille de cœur que je me suis construite du coup, vu que j'avais plus de famille Et oui? de sang, quoi. Ok, Mm. ok. Combien de temps après ta fille est arrivée? Temps, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Un profil de papa complètement différent, boit pas ou boit très peu, fume pas, bosse, enfin bon, rien à voir. Qui crée un lien avec mon fils, donc j'étais ravie, quoi. Ça se passait très Hmm. bien, mais Tu avais déjà commencé là tes études de psycho et de comprendre le fonctionnement de j'avais ces enfants? déjà mon Oui, DEA ok, d'infocom, je l'ai d'accord. fait, ouais. Je me disais super, un mec bien, quoi. Il s'occupait de la mise en service ou de l'entretien des antennes relais de téléphone portable. Du coup, c'est un peu un VRP, c'est-à-dire qu'il va aller à Tours pour réparer une antenne relais qui est en panne, il va aller en mettre une autre en place en Côte d'Armor, donc il était présent et il vivait avec nous à la maison 3 à 4 jours par semaine. Et je l'avais rencontré par l'intermédiaire d'un de mes collègues de travail. On a fait connaissance, ça a matché. Et puis pareil, il me disait oui, je suis en instance de divorce, mais j'ai une fille, tu verrais, c'est super. Toi, t'as un garçon, ce serait bien que t'aies les deux, tout ça. Enfin bon. Donc on en parlait. Puis je t'ai expliqué qu'au fur et à mesure, c'était ouais, bah machin, tout ça. Après tout, il y a le temps et tout. Et puis à un moment, bah je lui dis mais je suis enceinte. Et puis là, il me dit mais non, c'est trop tôt. Ben, en fait, on devrait attendre, quoi. Et je lui dis, mais attends, la grossesse est entamée. À l'époque, j'avais 38 ans. Je lui dis, je veux pas faire une IVG pour faire un enfant dans 6 mois. C'est complètement ridicule. T'es pas cohérent, quoi. Soit on a un désir d'enfant, soit on n'a pas de désir d'enfant. Vous en parliez déjà, oui. Le Ouais, désir mais là, d'enfant, je oui. me suis dit, il y a un truc Mhm, qui va pas, quoi. C'est complètement ridicule. d'accord. Dans son discours, il y a quelque chose qui est étrange, quoi. D'un côté, il y a on Mhm. veut un désir, on veut un enfant, je vais te faire une fille et tout, et de l'autre, c'est bah non, c'est trop tôt, ça va plus. Oui, incohérence, là, il y a une petite alarme qui s'allume, hein. Voilà, c'est le Mm. red flag qui commence Oui, à flotter, et je me dis là, il y a un truc. Puis bon, un peu méfiante quand même vu les relations que j'ai eues avec le bien père de sûr. Noah, donc je me suis dit là, il y a un truc qui est pas clair. Après, il y a eu un chantage, c'était bah soit t'arrêtes la grossesse, soit c'est fini entre nous. Je lui dis écoute, c'est très clair, c'est fini entre nous. Et je lui dis par contre la grossesse, elle reste là où elle est et elle ira à terme, quoi. Donc après, pas de nouvelles pendant toute la grossesse. Je l'ai informé que sa fille était née, pas de nouvelles. Je me suis dit bon ben, on va faire un peu de recherche. Bon, ça c'est pas très très légal, mais bon, j'ai une amie qui bossait dans la téléphonie et qui m'a dit il y a un petit souci, c'est que monsieur a un téléphone fixe au nom de monsieur et madame, Mhm. et quand on est divorcé, il n'y a plus de compte commun. Donc du coup, il t'a menti, il n'est pas divorcé. Donc là, bon bah, elle m'avait fait m'asseoir avant, donc je suis un peu tombée des nues. Mais en même temps, je me disais, il y a un truc. Donc bon, ça a été la réponse à mon questionnement. Et du coup après, bah procédure de reconnaissance en paternité. Enfin bon, Il a voulu reconnaître l'enfant. du tout. Non. Non, la procédure de Pour- reconnaissance en paternité, c'est parce que je me suis dit un jour, ma fille voudra peut-être aller voir ce monsieur pour savoir qui est son papa, qu'il risque de dire, bah, je ne connais pas cette dame, elle t'a menti. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut Mm. qu'il fasse face à ses responsabilités. Après tout, cet enfant, il l'a voulu, même si après il ne le voulait plus. Enfin bon. Donc non, c'est moi qui ai attaqué qu'il est attaqué au tribunal et donc il est considéré comme étant le père de mon enfant. Il a des obligations de pension alimentaire. Après, ma fille devait avoir 3 ou 4 ans quand j'ai eu un coup de téléphone. Et là, je pensais que c'était mon avocat de Tours, parce qu'en fait, il avait un point de chute à Tours. Finalement, c'était la Mhm. maison Oui, oui, familiale. oui, oui.
coup de fil de Tours et je me dis tiens, mon avocat me rappelle concernant la procédure et la demande de test ADN. Et en fait, c'est sa femme qui était tombée sur des papiers du tribunal et qui me dit mais vous connaissez monsieur un tel? Et je lui dis bah oui, c'est le père de ma fille, pourquoi? Oh là là. Et là, ça a été la catastrophe. La pauvre était enceinte de sa 3e fille et elle venait d'apprendre que son mari la trompait et que il avait une fille ailleurs. Enfin bon, donc ça a été un peu compliqué. Après, je pense qu'il lui a retourné un peu le cerveau parce que le lendemain, elle m'appelait en me disant plein de mots pas très aimables. Puis en même temps, je pense que ça a dû beaucoup la blesser parce que à un moment, elle me dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, écoutez, moi, j'avais une vie, il me donnait sa carte bleue pour aller faire les courses, j'étais en couple avec lui, quoi. Et elle me dit, comment ça? Je lui dis, écoutez, oui, carte bleue. Je dis, j'ai même encore le code en tête, c'était tel code. Et c'était la carte bleue avec laquelle elle aussi faisait les courses. Donc là, je pense qu'elle s'est rendue compte que j'étais pas une passade d'une nuit, mais qu'il y avait bien une relation installée. Et donc après, je me suis dit, c'est leur problème, leur histoire, c'est à eux de gérer ça. Et moi, je continue ma route. Mais bon, c'est vrai que ça interroge. C'est peut-être plus facile quand des enfants sont blancs comme leur maman, on va dire. Parce que moi, ils sont métis, donc ça interroge parce qu'on leur renvoie sans cesse le fait que la question c'est ouais, t'es pas français, si, les Français c'est pas une couleur, c'est une nationalité. C'est encore possible que ces questions-là oui, persistent en 2024. On lui a demandé à la cantine si elle mangeait du porc. Oui, elle mange du saucisson, du pâté, elle adore ça, les galettes saucisses, elle adore le cidre, bon voilà. Et oui, il y a toujours des stéréotypes et des précautions dès qu'on a une touffe afro ou qu'on a la peau un peu bronzée, on a du mal à se dire que un breton, ça peut être bronzé. Moi, je les appelle mes caramels au beurre salé. Parce qu'ils sont c'est des caramels et beurre salé pour bien montrer l'identité bretonne. T'es pas comme tous les autres. Et c'est vrai que si les miens avaient été bien blancs, bien diaphanes et avec des yeux clairs et des cheveux tout raides et tout. Comment tu l'accompagnes, toi? Comment tu les accompagnes? Je leur dis qu'ils ont le droit de revendiquer leur culture bretonne, que je leur ai transmise. Que moi, je peux pas leur transmettre la culture de l'île Maurice ou du Congo-Brazza parce que ça ne fait pas partie de moi. Que s'ils veulent s'y intéresser, il y a plein d'associations d'étudiants qui font des balles et voilà. Enfin, il y a d'autres façons de connaître cette culture et que on n'est pas réduit non plus à nos origines nationales ou géographiques. On est un patchwork de plein de cultures. Et on apprend par d'autres moyens. On est riche de toutes ces différences culturelles et tant mieux. Et sortir des stéréotypes de la société, déjà en tant que parent solo, sortir des stéréotypes de la vie idéalisée, du couple idéalisé. En plus, t'as 2 enfants de métier. Là, moi, je cumule un peu. Ça interroge ceux qui cochent les cases aussi, quoi. Ça leur permet un peu plus de liberté. Ouais, je pense que c'est ça aussi, de gagner en liberté, à oser être soi et pas comme on disait tout à l'heure, en fait, d'apprendre à s'aimer, oser être soi et j'ai envie de dire, tant pis pour le reste, en fait. Enfin, je sais qui je suis. Oser être un petit peu différent, oser être un peu créatif, quoi. Ouais, et de la tolérance et de l'amour et ouais, il faut oser être un peu créatif et puis faire des choses un peu différentes. Qui sortent de l'ordinaire. On a le droit de sortir de l'ordinaire et justement, c'est ce qui fait aussi une force. On montre aussi à nos enfants que c'est possible et qu'on est capable. Oui, on a le droit et que si on n'est pas comme tout le monde, c'est pas grave. Ouais. Donc, en fait, ce que je te disais, c'est que mes 2 enfants ont eu leur parcours et leurs difficultés qui étaient différentes. Je leur explique, je leur dis, moi, je sais pas ce que c'est que de vivre sans père. Moi, j'ai eu un père qui était omniprésent avec son alcool. Donc, je peux pas vous aider là-dessus. Je sais pas comment se construire là-dessus. Sacré parcours avec tes enfants. Ouais. Et à aucun moment tu t'es dit, non, j'arrête la grossesse. Enfin, non, cet enfant fera pas partie de ma vie. Enfin, non, c'était une évidence pour toi de les garder tous les 2 quand ils sont arrivés. Alors, moi, j'ai subi une IVG à 17 ans et demi. Premier rapport sexuel, enceinte, super fertile.
un vrai bonheur. Dès cette grossesse, ça s'est super mal passé. Ah, Et j'ai fait une salpingite, un début d'endométrio, j'ai été malade pendant je sais pas combien de mois, réhospitalisée, tout ça. Donc hors de question de refaire une IVG, quoi. Et puis même, je les ai désirés du fond de mes tripes, ces gamins, donc c'était hors de question, quoi. C'était bon, ben maintenant ils font partie du projet et puis ils sont là et on continue. Après, je vais pas dire qu'il n'y a pas eu de difficulté. L'hyperactivité, le rapport à l'école, quand on a un enfant un peu hors norme et tout, ça m'a un peu épuisée. Après, j'ai fait plein de boulot. Ça, c'est un peu je pense que tous les parents solos sont un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai été femme de ménage. C'est ce que je dis à mes enfants. Je dis à une époque, moi, je nettoyais des toilettes dans des usines qui n'avaient rien à voir avec mes compétences de mon DEA d'infocom, quoi. Et j'en regrette pas parce que je ramenais un salaire à la maison, que mes gamins avaient de quoi bouffer. Par contre, physiquement, je l'ai payé. C'est-à-dire que il y a un moment où je me suis installée comme nourrice. J'ai bossé à peu près 52 heures par semaine, plus wow. un enfant C'est bien. hyperactif à gérer avec l'orthophoniste, le Tous les psychologue, rendez-vous à le côté, bidule, oui. plus ma gamine à gérer. Et puis à un Et toute moment, le seule. corps a dit stop et ça a été burn-out. Et Hum, je pense que j'ai brûlé les cartouches. Après, quand on devient maman, moi, je sais que il y en a qui sont pétés zen tranquilles, qui sont no stress. Moi, à la microseconde où je suis devenue maman, je suis peut-être, j'avais peut-être un tempérament angoissé plus que les autres parce que, vu mon background, je sais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ça a été peut-être un peu compliqué. Je pense que ça a bouffé le fait est que maintenant, après le burn-out, j'ai fait une insuffisance surrénale aiguë. Ça touche le cortisol, l'hormone du stress. Donc je pense que quand tu te poses la question, tu dis bah oui, si une partie de ton cerveau qui produit l'hormone, qui gère le stress, a décidé de faire non, moi je bosse plus, c'est que tu as dû quand même le faire bosser pas mal. Je suis en invalidité, je peux plus travailler. ok. J'ai une aide ménagère, donc je suis passée du côté aidant pour mon fils au côté aidé. Je te dis pas que ça n'a pas été forcément facile. Oh Donc là je là, pense oui. que malgré tout, parents solo, sans aide, ça abîme un peu quand même. Ah oui, Ça oui, abîme parce que même si tu es renforcé par toutes les joies que tu peux avoir en voyant grandir tes enfants, il y a un épuisement psychique à tout gérer, à être sans arrêt. Il y a une charge mentale oui. énorme. Heureusement, j'ai toujours des copines avec qui on peut, qui sont aussi, alors soit maman solo, mais avec des gardes alternés, ou alors avec de la famille derrière qui peut garder les enfants de temps en temps. Donc ça permet de souffler. Alors heureusement pour moi, j'ai quand même une tante qui est formidable, qui pour mon deuxième accouchement s'est occupée de mon fils, qui pour en cas d'hospitalisation, je la sollicite pas non plus parce qu'elle a sa vie, outre mesure, je vais pas lui demander tous les week-ends de garder mes enfants, mais à chaque fois qu'il y avait vraiment un gros truc, hospitalisation, tout ça, machin, elle a été là, elle a géré. Donc C'est important, oui. c'est quand même le truc qui fait du bien. Et quand je l'ai appelée en lui disant, je ne sais pas si j'ai une tumeur au cerveau, mais en tout cas, il y a de fortes chances que j'ai une insuffisance surrénale aiguë, je vais être hospitalisée, peux-tu t'occuper des enfants? Elle a dit oui. Donc quand on va à l'hôpital, on est quand même plus zen. Donc il y a toujours les services sociaux, le truc qui plane au-dessus de ta tête. Et finalement, effectivement, j'avais bien une insuffisance surrénale aiguë. Pas de tumeur au cerveau, bonne pioche. Mais en tout cas, une partie du cerveau qui ne fonctionne plus comme elle devrait, donc un traitement à vie et puis un épuisement chronique à vie. Vu que maintenant je suis en invalidité et que je suis, alors c'est entre 50 et 80% de handicap, parce que la MDPH ça Oui, fonctionne en oui, oui, un pourcentage. pourcentage, oui. Quand j'en discute avec mon fils, je me dis que je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, je pense que depuis que je suis née, je vis dans un stress chronique. Mon enfance d'abord, la relation avec ton père, d'être toute seule à gérer financièrement tout le monde, tout ça. Et puis du coup, il y a un moment où le corps, il s'y dit stop, quoi. Quand c'est too much, c'est too much. Chez moi, ça a craqué. Ça a été une obligation pour moi de me réinventer. Parce que ne rien faire à la maison, pour moi, c'était pas possible. Donc du coup, je fais de l'accueil linguistique. C'est pas un travail, mais j'accueille des étudiants étrangers qui viennent apprendre le français ici. Donc ça amène D'accord. une nouvelle culture dans notre maison. On voyage à domicile, en fait.
C'était ma façon de me réinventer. Après, j'écris des contes. Alors, mon fils me dit, il faut que tu les édites et tout, mais à chaque fois, je suis jamais contente, ça, c'est jamais satisfaite. Donc, je les réinvente et je les réécris et voilà. Et toi, comment tu le vis? J'avais l'impression je culpabilisais, je pense. Je me disais, merde, limite, il mériterait d'avoir une mère un peu mieux, quoi. Il y a même à un moment où vraiment j'étais mal, quand il y a eu le diagnostic qui est tombé, je me disais, mais qu'est-ce qui est le mieux, quoi? Que je reste ou que je parte? Je me suis vraiment posé la question. J'ai fait mon testament, je me suis dit, mais ils vont avoir une invalide à trimballer. Puis je découvrais ma maladie, je savais pas dans quel état j'allais évoluer parce que j'étais juste assise et j'avais des vertiges et j'étais incapable de marcher. Donc je me disais, mais si c'est comme ça tout le temps, ça va pas être possible, quoi. Donc il y a des moments où tu te poses la question de est-ce qu'il vaut mieux que je parte et que quelqu'un d'autre les élève ou est-ce que je reste et on va faire comment, quoi. Tu vois, il y a des périodes de flou où c'est vraiment pas évident. Quand j'ai eu mon traitement, bon, je vais pas dire que que l'énergie est revenue d'un coup, mais finalement, j'arrive maintenant à gérer ma maladie, je pense. J'ai récupéré un peu d'énergie, l'épuisement chronique est là, hein. Je le vois comme un challenge, c'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, une remise à l'activité physique avec les handisports, et je me suis dit non, si je me contente de ça, je vais pas faire grand-chose, quoi. Donc je me mets des challenges, je fais de l'aquagym avec des personnes valides. Quand j'arrive dans la piscine, je suis déjà épuisée. Donc c'est un petit peu mon Everest, tu vois, je fais mon ascension de l'Everest pendant 1 heure d'aquagym, mais je me dis si je ne me dépasse pas à chaque fois, si je gagne pas en endurance, comment ça va finir parce que ils sont pas encore adultes, ils sont pas encore indépendants financièrement. Voilà, donc j'essaye de me maintenir physiquement, c'est pour ça que je fais du sport, c'est pour ça que maintenant j'arrive de nouveau à me projeter dans l'avenir. Ce qui n'a pas été évident au moment de l'annonce de la maladie, en fait. Ça n'a pas été évident du tout parce que là, je sais plus si j'en avais un d'avenir. Ben non, bien sûr. Ouais, il y a une période c'est même plus que je me réinvente, c'est que de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Donc, il y a eu un moment, c'était la frustration de plus avoir les mêmes capacités qu'avant. Donc ça, faut l'accepter. Ouais. Et puis se dire le matin, tu te lèves, tu dis là aujourd'hui, ça va pas le faire. Tant pis. Ça va être une journée cocooning. Je vais rester avec le chat devant la télé, je vais regarder des séries, et puis je vais me faire plaisir parce que ça sert à rien de faire la gueule. De toute façon, ça va pas arranger le truc. Et puis le jour où tu te lèves et où c'est mieux. Tu dis là, par contre, ouais, je vais me faire plaisir, je vais faire plus de trucs. Tiens, je voulais repeindre ça. Tiens, je voulais. En fait, maintenant, je fonctionne comme ça. Et même les périodes où il y a eu une semaine où j'étais vraiment fatiguée, là, récemment. Et tous mes objectifs, c'était des tout petits trucs. Donc, ouais, on arrive à la fin. Donc, j'avais 2 questions encore. Déjà, bravo pour ton parcours, hein, parce que c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de résilience aussi, il y a beaucoup d'amour. Et l'humour aussi permet d'alléger le quotidien, vraiment. Et il y a des moments qui sont vraiment extrêmement durs. Quand tu as un épuisement physique comme ça, c'est très, très, très difficile. Mais bravo pour ce que tu dégages. Hein. Tu as quelque chose de très solaire, de très joyeux. Et c'est ta force. Hein. Tu le sais aussi. Ouais, mais je pense que je l'attire de mes enfants aussi. Hein. Ah oui, c'est sûr. Et des personnes qui t'entourent et qui... Donc c'est super joli. Et si tu avais un conseil ou des astuces, une phrase à dire aux parents solo qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire brièvement? Je dirais jamais lâcher et se dire que quand il y a des difficultés, il faut voir à long terme, plus loin, se projeter, imaginer, et même si ça met du temps, ça finit par payer. Parce que mon fils, on lui avait prévu un avenir pas terrible, et puis finalement, il a montré que même si on rentre pas dans les cases, on est capable de réussir. Et ma fille, c'est pareil. Je pense que c'est une jeune fille en devenir qui est capable de plein de choses. Il faut pas écouter ce que les autres vous disent sur vos enfants et croire en eux, quoi, et en soi. Voilà. C'est marrant, c'est souvent ce qui ressort. Ouais. Il faut pas écouter les conseils. Mais oui, parce que moi, je suis là avec ma question. Et puis, ça colle de la pression pour rien. Oui, et s'écouter soi-même. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Réjeanne. J'ai encore plein de questions. J'ai encore envie de continuer avec toi. Mais il y a un temps pour tout. Et là, on arrive à la fin. Ouais. Merci pour ton témoignage et d'avoir accepté de partager ton expérience. Ok. Super. Si ça peut aider des gens, moi, je suis ravie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez m'aider en vous abonnant, en appuyant sur le petit cœur, liker et aider les autres parents qui en auraient besoin en partageant ce podcast autour de vous.
Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site internet de Sololitude, sur la page Facebook et Instagram au nom de Sololitude et de Emilie.Aveline. Donc Emilie, c'est EMILIE.Aveline, AVELINE. À bientôt pour un prochain épisode de Sololitude.